Salam alaikum wa rahmatullah à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Viens débattre. Le titre est un peu racoleur, je vous l'accorde, je ne vous plairai jamais, mais vous allez comprendre la raison pour laquelle j'ai mis ce titre, parce qu'il est évidemment bien véridique, ce n'est pas un titre racoleur, ce n'est pas un titre putaclic comme on dit, c'est un vrai titre. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je tenais à exprimer quelque chose d'un peu particulier. Vous savez que toutes mes vidéos de Viens débattre, c'est des vidéos dans lesquelles je parle de mon avis quant à un sujet. Encore une fois, je répète, ce n'est pas un avis religieux, je ne parle que de mon expérience en tant que croyante et en tant qu'être doué d'intelligence. Mais là, je voulais parler d'un sujet comment dire, un peu précis et un peu embêtant de façon générale, un peu dérangeant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et je voulais en fait exprimer, comme je l'ai dit, mon ras-le-bol à propos d'une réalité que l'on est, je crois, pas mal de femmes malheureusement à vivre. Cette réalité, c'est le constat, en fait, d'un fossé qui se veut de plus en plus grand entre deux réalités qui constituent finalement notre identité. Entre deux identités, si l'on peut dire, parce que finalement c'est à ça qu'on nous a fait croire maintenant, c'est qu'on avait deux identités entre lesquelles on devait choisir. Donc d'un côté, celle de la femme occidentale, émancipée, indépendante, qui a fait des études, qui travaille, et qui plus est voilée. Et de l'autre côté, l'identité d'une femme musulmane, pieuse, docile et qui finalement devrait rester chez elle pour exprimer au mieux sa foi. Voilà les deux identités entre lesquelles on ne cesse en fait de faire basculer la femme musulmane voilée d'aujourd'hui qui ose prétendre à une carrière. Et c'est de ça dont je vais vous parler, Inch'Allah. Notre premier moment de réflexion, comme je l'ai dit, va s'armer autour d'une identité éclatée. Donc, à première vue, énoncé de la sorte, comme je l'ai dit avant, on ne voit pas de dichotomie, de différence, d'opposition fondamentale entre ces deux identités énoncées, comme je l'ai dit juste avant, puisque précisément, et j'en suis l'incarnation parmi tant d'autres, c'est la raison pour laquelle je parle aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui sont justement dans cette double identité. Or, dans bien des cas, comme pour bien des choses, ce ne sont pas ces femmes-là le problème. Encore une fois, c'est l'extérieur, les autres et finalement la réceptivité, encore une fois. Pourquoi d'un côté, parmi les miens, donc dans ma communauté musulmane, maghrébine qui plus est, beaucoup me font culpabiliser d'être une femme émancipée, libre, qui réfléchit, qui pense et qui participe à un effort de société. Pourquoi cela ? Pourquoi me fait-on comprendre, au nom de mon voile, que j'outrepasse les limites de la bienséance, que je ne serai pas pudique, que je ne serai pas à ma place, que je devrais arrêter de parler pour préserver mon voile? Ça, c'est d'un côté. Et pourquoi, d'un autre côté, parmi les non-musulmans donc, me fait-on à nouveau comprendre que je ne suis pas non plus à ma place? Qu'à nouveau, au nom de mon voile, encore une fois, je n'ai pas à prendre la parole car précisément, je le porte. Que le voile ne fait pas bon ménage finalement avec le côté public, avec la prise de parole, avec finalement l'effort de société, avec finalement l'intellect. Que je devrais en fait enlever mon voile pour préserver ma parole. Dans les deux cas en fait, dans ce que je viens d'énoncer, dans les deux cas, donc ce voile qui m'est propre et qui reflète pourtant un choix intime, même s'il se voit dans l'extérieur, est toujours sujet à débat. On l'instrumentalise toujours contre moi. Dans ma communauté, pardon, c'est pour le préserver, ce serait finalement soi-disant pour préserver mon voile que je devrais cesser de parler sur les réseaux comme maintenant. Et hors de ma communauté, c'est pour préserver ma parole et non plus mon voile que je devrais enlever mon voile. Est-ce que vous voyez un peu la dichotomie en fait et la schizophrénie, ça va être le point suivant, dans lequel en fait nous sommes forcés d'être, nous en tant que femmes musulmanes, voilées et qui prétendent à un certain effort intellectuel dans la société. C'est donc, comme je l'avais énoncé, le prochain point, une schizophrénie forcée. Cela aboutit finalement, donc comme on le dit, à une véritable schizophrénie intériorisée parce que dans les deux cas de figure que je viens encore une fois d'énoncer, je pose problème car je suis voilée et que l'on n'accepte pas soit que je parle avec ce voile. Donc à cause de cela, moi comme nombre de mes sœurs dans mon cas, nous trouvons face à un insupportable dilemme venant de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est-à-dire on nous ordonne implicitement de choisir, finalement de trancher entre ces deux pans qui constituent mon identité. Soit tu te définis, comme je l'avais dit, comme la musulmane, docile, pieuse, qui reste à la maison, qui n'a aucun rêve ni projet et qui se consacre exclusivement à son dîn, à son mari, à son foyer, que ça. Soit tu te définis à l'autre extrême, soit tu te définis comme la femme émancipée,
dévoyé, qui n'a aucune morale et qui n'a aucune pitié et qui va en fait faire une carrière et forcément alors qu'il ne sera pas une bonne femme et pas une bonne musulmane. En fait, il n'y a aucun juste milieu, alors que précisément, toutes ces femmes qui souffrent de ma situation sont dans ce juste milieu. Nous sommes dans ce juste milieu, alors qu'on nous fait croire qu'il n'y en a pas de juste milieu, mais nous sommes dedans, nous l'incarnons ce juste milieu. Je suis musulmane et intelligente, alhamdoulilah, je suis musulmane et j'ai des projets, je suis voilée et émancipée, et l'un n'annule pas l'autre malgré ce que l'on veut nous faire croire. Je suis pieuse, j'espère, et j'ai une vie active sociale. Pourquoi en fait est-ce qu'on oppose toujours naturellement ces réalités qui se font pourtant dans une identité unique? Pourquoi est-ce qu'on est toujours en fait en train de les opposer? Je ne vous plairai jamais, c'est vrai, comme j'ai dit, c'est certes un titre accrocheur, je vous l'accorde, mais il est surtout véridique et vécu dans nos chairs et dans nos cœurs, dans notre sang. Il n'est pas qu'un titre, c'est une réalité finalement, c'est un fait, c'est une tristesse que l'on porte. Je ne vous plairai jamais car je refuse, au nom de cette double identité, qui est la mienne précisément, de choisir. Je refuse le choix. Je ne vous plairai jamais car je n'accepte pas de rentrer dans aucun des deux carcans que vous me proposez. La femme musulmane, docile, pieuse, qui reste à la maison, qui n'a aucun projet d'avenir, aucun projet professionnel ou intellectuel, ou alors la femme émancipée, souvent en voissant son voile, qui a sa carrière comme première préoccupation et qui du coup est totalement dévoyée et n'a pas de vie religieuse. Je ne rentrerai dans aucun de ces deux carcans finalement. Et je ne vous plairai jamais parce que je fais exploser finalement ces limitations et ces clichés que vous avez savamment construits d'un côté comme de l'autre. Parce que là, on va voir dans cette vidéo que c'est d'un côté comme de l'autre. C'est un peu justement la schizophrénie que l'on vit. C'est que dans notre communauté, comme chez les non-musulmans, on souffre en fait de cette double identité. Je ne vous plairai jamais, c'est la situation dans laquelle finalement toutes ces femmes, et moi compris, nous trouvons en tentant de concilier ces deux identités. C'est la réalité que l'on vit quand on ne souhaite pas entrer dans une case, dans une catégorie, dans un stéréotype, parce que vous l'avez compris, c'est bien un stéréotype. Si je refuse en fait de choisir une de ces deux réalités, c'est parce que je suis fondamentalement les deux. Et finalement, je dirais même qu'il n'y en a pas deux, mais une seule qui contient plusieurs caractéristiques. C'est le besoin humain en fait, constant et rassurant, de catégoriser qui fait que l'on se retrouve à devoir choisir entre ces deux choses qui en somme ne s'excluent pas ni l'une ni l'autre en fait. Si on prend le temps de connaître sa religion, mais ça il faut prendre le temps de le faire, et de ne pas rester dans le marasme de notre ignorance. Chacun sait, si vous me connaissez un petit peu, que je défends un féminisme musulman, un féminisme en harmonie avec mes valeurs, car j'estime avoir des droits en tant que femme, j'estime qu'avoir des droits en tant que femme ne m'exclut pas d'avoir une solidarité, une sororité envers celles qui n'en ont pas. Et c'est à ce titre que j'entends mon féminisme. Je suis pas en train de dire encore une fois que je revendique des droits au nom de l'islam, puisque Allah et l'islam m'ont donné des droits, mais c'est pas pour autant que je dois être égoïste et ne pas penser à mes sœurs en humanité, qui elles aussi ont besoin d'être féministes, parce qu'elles vivent des choses qui sont injustes. Une sorte de je l'entends comment? Comme une sorte de solidarité envers celles qui n'en ont pas de droit. Et c'est à ce titre que j'entends mon féminisme. Une solidarité universelle entre chaque femme de la planète qui dans sa chair, si on en revient au basique, aux nécessités, au cœur, vit les mêmes choses en fait que moi. Alors oui, une femme voilée, noire, au fin fond de l'Afrique, ne vit pas les mêmes choses qu'une femme blanche, occidentale, qui travaille dans un bureau, j'en sais rien. Alors, bien sûr que oui, mais dans leur lutte en fait, dans leur chair, dans leur essence de femme, dans leur ultime lutte, elles vivent la même chose, au nom du fait qu'elles soient des femmes. Et c'est en fait dans ce féminisme-là, très ontologique, finalement très inné, que là, c'est dans ce féminisme-là, que moi je crois. Je crois, de par ma religion déjà, que la femme finalement n'est pas une construction sociale, mais qu'il existe une essence de la femme. Ça, j'y crois fondamentalement, avec des caractéristiques qui lui sont propres. Comme il existe une essence de l'homme, je dis pas que tous les hommes sont pareils, mais il existe une essence de l'homme avec des caractéristiques innées de la masculinité. Je crois qu'il existe une essence innée de la femme avec des caractéristiques innées de la féminité. Et pourtant, là je vous parle de féminisme, pourtant, c'est ça qui est triste, c'est que même dans ces luttes qui regroupent toutes les femmes, on arrive encore à nous demander de choisir, de nous auto-catégoriser. Effectivement, pour certaines féministes, une femme voilée, et combien de fois on m'a fait la remarque, ne peut pas être féministe, car à nouveau son voile pose problème, il fait barrage à ses idées, apparemment dans le vrai sens du terme. Si tu es voilée, tu es matrixée par le patriarcat, tu es soumise, tu n'as pas choisi seule, tu n'as aucun contrôle sur ton image. Moi, comme beaucoup de mes sœurs, répondons précisément que si. Si je suis féministe, car j'ai choisi, dans une société comme la nôtre de fitna, de débauche,
d'appel à la déviance, de me couvrir. J'ai choisi de me couvrir, de refuser, de ne pas participer à ce déshabillage collectif, à cette impudicité généralisée. Donc à ce titre, puisque j'ai choisi, je suis féministe quand je porte mon voile. Et j'en fais un acte féministe. Mais ça, malheureusement, ce que je viens de dire, ces féministes-là, pourtant femmes comme moi, ça qui est le plus triste, refusent encore en fait de l'entendre. Ça a encore été... le cas pour moi, je donne une anecdote, ça a encore été le cas pour moi il y a quelques jours, rejoignant des sœurs féministes dans un projet commun, dans le but de promouvoir mes écrits, elles m'ont fait sentir, et ça c'est un truc que je remarque à chaque fois, dès que j'arrive dans la pièce, j'ai pas encore rencontré ces femmes, je viens avec mon voile forcément, elles me font sentir et comprendre que ma démarche en fait féministe ne coïncide finalement pas trop avec mon voile. Alors elles vont me le faire comprendre par des phrases un peu subtiles, par des façons de parler, des choses qu'elles vont dire, des mots qu'elles vont dire, pour me faire comprendre que, implicitement, à nouveau, je sens que je dois choisir, en fait, finalement, entre mon choix d'être une féministe et mon choix d'être voilée. Mais non, en fait, non et non. Tout s'imbrique en moi, tout s'imbrique dans nos identités, en fait, uniques. Mais elles nous font comprendre, et pas que elles, mais là je parle de cette anecdote, elles nous font comprendre qu'on doit choisir, donc s'aliéner, donc se découper en deux, donc être fondamentalement, comme on l'a dit dans le titre de cette partie, schizophrène. Mais non en fait, ces deux identités cohabitent en moi. Je refuse de choisir, et vous mes sœurs qui m'écoutez, qui êtes dans la même situation que moi, devez aussi refuser de choisir. Si on reprend le propos de base, hormis le féminisme, l'opposition traditionnelle est donc, je la reprends, d'un côté entre mon identité de femme émancipée, occidentale, blanche, si on veut parler vulgairement, parce que je suis convertie et je suis à moitié algérienne mais aussi à moitié européenne, et je suis pas la seule dans ce cas-là, intellectuelle, travailleuse, bref, et de l'autre côté mon identité de croyante musulmane qui plus est voilée, c'est important. Entre laïcisme finalement d'un côté et fondamentalisme de l'autre. Voilà, c'est ça les deux grands clichés qu'on nous impose. Soit tu es une femme libérée, intelligente et forcément aux mœurs douteuses, évidemment, c'est-à-dire tu es une femme facile. Soit tu es une femme soumise, forcément bête, et forcément pieuse et du coup docile. Voilà le dilemme permanent auquel on est confronté quand on est occidental et musulmane voilée. J'insiste évidemment sur le voilé car pour faire partie d'une association très engagée pour les femmes de culture immigrée, à nouveau j'ai remarqué que l'on ne classe pas dans la même catégorie les femmes immigrées, musulmanes et émancipées mais non voilées, ça je l'ai remarqué. En fait les femmes immigrées, musulmanes, émancipées et non voilées, elles, on leur attribue directement l'Oscar de la bonne élève, celle qui s'est bien intégrée, qui a su s'intégrer, qui a tout compris, que toutes ses sœurs arriérées et voilées devraient suivre en fait finalement. Et c'est vraiment comme ça que je le vois et qu'on nous le fait sentir. Exemple typique de phrases comme ça, qui font sentir ça, mais regarde Naïma là-bas, elle est pas voilée, hein, ben pourtant elle est musulmane, ben pourquoi tu fais pas comme elle? Mais regarde Rachid là-bas, ben il boit du vin lui, mais pourtant il est musulman, ben pourquoi tu fais pas comme lui? Voilà. En fait, c'est ce qu'on entend tous en permanence quand on s'accroche à notre foi, mais qu'on prétend aussi, non mais quelle audace, qu'on ose être des personnes émancipées, citoyennes, intelligentes, qui en fait ont envie de proposer quelque chose, un effort collectif dans la société dans laquelle ils participent, par leur carrière professionnelle, par le fait d'être sur les réseaux par exemple, par le fait de participer en fait à la société dans laquelle ils sont en fait. C'est ce type de remarque que l'on entend en permanence. Toujours, en fait, finalement, même des fois, peut-être vous allez vous dire, mais elle exagère, parce que c'est implicite en fait, mais non. Si vous remarquez bien les choses, on est toujours dans ce dilemme de choisis ton camp. Et c'est implicite, mais il faut le remarquer. Mais en fait, non. Moi, je dis non, et mes sœurs aussi qui m'écoutez, vous devez le dire. Ni fondamentaliste, ni laïciste, juste moi, fille du mélange, fille de l'intersectionnalité, fille de la double identité. D'un côté, je ne plairai jamais aux occidentaux, islamophobes, racistes, et j'en passe, qui voient dans mon voile le signe de la soumission, de la lâcheté, de la peur. Mais d'un autre côté, je ne plairai jamais non plus aux fondamentalistes, aux extrémistes, aux radicaux, qui voient dans ma parole libérée le signe de la fitna, du danger, de la dévoyance. Voilà ce que vivent énormément de femmes musulmanes. Elles sont engagées, elles font des choses, elles ont des projets, elles sont très intelligentes, elles ont énormément de diplômes, mais on les limite des deux côtés du prisme et on les réduit des deux côtés du prisme à leur apparence. D'un côté, on les voit comme rétrogrades, anti-modernes, soumises, parce que voilées. D'un autre côté, on les voit comme rebelles, impures et souillées et salissant le voile. Parce qu'elles ont osé s'afficher avec leur voile. Parce qu'elles ont osé prendre la parole avec leur voile. Parce qu'elles osent être elles-mêmes avec leur voile. Voilà ce qu'on leur reproche du côté, de notre côté à nous, des musulmans, un peu fondamentalistes, vous me passerez l'expression.
Et c'est précisément ce que je vis. Je sais très bien que sous cette vidéo, il y aura énormément de commentaires dans ce sens, et sous d'autres vidéos aussi, bien sûr. Et c'est ce qu'on est beaucoup à vivre au final, parce que moi, je fais pas des vidéos pour parler que de moi, je fais des vidéos pour parler de mon expérience qui, je sais, retentit chez d'autres personnes. Et cette sorte de dissociation, finalement, entre une identité plurielle, mais qu'on nous fait penser opposée et antinomique. Voilà, c'est une dissociation. Et il est temps de mettre fin à cette schizophrénie de la pensée dans laquelle on nous place lorsqu'on est voilé et qu'on ose, qu'on vient oser se montrer, parce que cette expression aussi, se montrer, parce que je vais revenir sur l'expression, voilà ce qu'on vit en fait quand on ose exister et proposer du contenu quel qu'il soit. Il faut arrêter cette schizophrénie. Nous sommes légitimes. Vous êtes légitimes. Le prochain point, vous l'aurez deviné, c'est l'illégitimité. De ce pseudo-conflit en fait entre deux pans de notre identité naît très souvent le sentiment de l'illégitimité, le fait de ne pas se sentir légitime. Je ne suis pas légitime à être visible dans la sphère publique, professionnelle et surtout ce que je vis, comme bien d'autres sœurs voilées, à parler dans les médias et sur les réseaux. Dans les médias, nous ne sommes pas légitimes à parler, et on le voit, car sur les grandes chaînes par exemple, sans en citer, il y a toujours très peu de voilés invités à prendre la parole. Ironie, même quand le débat concerne précisément le voile. Ça c'est très très ironique. Et on se trouve donc ici du côté des non-musulmans qui n'invitent pas les personnes voilées, les femmes voilées pour diverses raisons. Elles ne représentent pas leur chère laïcité. Donc elles n'ont pas leur place sur les plateaux. Elle ne sera forcément pas neutre ni objective sur les sujets abordés puisqu'elle porte un voile. Elle vient déranger et bousculer toute une conception de la femme docile et soumise qu'ils se sont fantasmées en étant lettrée, cultivée, etc. Parce que dans leur imaginaire, la femme voilée, soumise, elle est bête, elle est illettrée, elle est analphabète, limite elle sait pas parler, tout ce qu'elle sait faire c'est faire à manger et être à son foyer. Donc s'ils invitent une personne qui sait parler, qui a de l'éloquence, forcément ça va déranger. Donc on prend pas le risque de l'inviter au fait. Quatrième raison, elle est voilée, non, en fait, c'est toutes les raisons que j'ai énoncées parce qu'il n'y en a pas énormément, mais en fait, il y en a énormément, mais on n'a pas le temps de tout développer ici. Mais ça tourne toujours autour des mêmes choses. Ce sont tous ces facteurs très souvent de l'ordre du fantasme, et non pas de la réalité, évidemment, qui confèrent d'emblée à la femme voilée son illégitimité pour venir parler. Du côté des musulmans maintenant, parce que vous avez bien compris que la vidéo, elle s'adresse à ces deux... elle met en exergue le paradoxe des deux entités en fait qui nous font barrage. Du côté des musulmans, à nouveau, c'est tout un héritage wahhabite, il faut le dire, faut pas avoir peur des mots, et très extrémiste qui vient finalement refuser, à nouveau, à la femme voilée, cette légitimité qui est la sienne, de faire partie du débat public, de la sphère intellectuelle, de la sphère professionnelle, etc. On les entend d'ici, les remarques acerbes, on les connaît très bien et je m'en suis pris et je vais encore m'en prendre, mais khair Inch'Allah. Une voilée n'a rien à faire à la TV. Les femmes doivent pas parler devant les hommes. On ne doit pas pouvoir une femme voilée sur les réseaux. Elle ne doit pas montrer son visage, etc., etc. À nouveau, le même conflit entre ces deux instances qui, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, viennent nous interdire une légitimité qui est pourtant évidente et qui est bien réelle. Dans les réseaux, c'est encore la même chose. On est stigmatisé et chassé en permanence par l'extrême droite en mode « Regardez, les femmes voilées sur TikTok, elles sont de plus en plus nombreuses, c'est de pire en pire. Elles entraînent leurs petits camarades à prier à l'école, à trouver des lieux de prière dans les écoles. On est en train d'assister à l'islamisation de la société. » Et soit par eux, ou soit par notre propre, encore une fois, communauté qui s'attaque par effet de masse à celles qui osent prendre la parole en s'affichant, voilà, en affichant un voile. Très récemment, donc un homme très connu que je ne vais pas nommer parce que je n'ai pas envie de lui faire de la publicité, et vraiment qu'Allah le guide parce que c'est une personne qui fait beaucoup de mal à travers ses propos et qui engrange énormément de péchés parce que les personnes qui le suivent font la même chose que lui. Donc cet homme-ci, très connu sur les réseaux, ancien rappeur dont je tairai le nom encore une fois, a lancé une sorte de brigade anti-hijabi, anti-voile, anti-femme voilée sur les réseaux sociaux qui visait à venir harceler sous leurs vidéos ou sous leurs posts des jeunes femmes en hijab, leur disant que ce qu'elles faisaient c'était interdit, c'était haram, vous faites honte au voile, vous faites honte à l'islam, vous salissez de voile, vous êtes tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer. Très ironique. Alors, on remarque que c'est très 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 ironique de venir parler de faire honte à l'islam quand soi-même on utilise un langage ordurier, on pointe du doigt ses coreligionnaires, donc ses frères et sœurs en islam, on les insulte, on les juge, on fait de la médisance et de la calomnie à leurs propos. C'est extrêmement très 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 drôle de leur part, je trouve. Mais voilà, ces personnes en fait elles participent un peu à l'adage de voir la paille dans l'œil de son voisin sans voir la poutre qui est dans le nôtre. Malheureusement, qu'Allah nous guide. Et ce qui est le plus triste finalement en fait, c'est que ces personnes, qui nous mènent la vie dure, en fait, qui nous excommunient, qui nous jugent en permanence, ce sont des musulmans. Malheureusement, c'est ça qui est très triste.
des musulmans eux-mêmes. Après, il est vrai qu'en tant que musulman, ce que je voulais souligner ça est un peu hors propos, mais je voulais quand même le dire. Il est vrai qu'en tant que musulman, il y a des adab, une tenue, un comportement à respecter, comme dans tout système en fait de croyance, tout simplement. Dans le cas des musulmans, il y a une certaine dignité à tenir quand on s'expose sur les réseaux. Surtout, il est vrai quand on porte un signe distinctif comme le hijab, la barbe, le qamis, je ne sais pas. Donc je reconnais à ce propos-là que ce qu'il dit n'est pas forcément faux, la forme est complètement horrible, mais dans le fond, il y a des choses qui sont vraies. Je reconnais que ça me dérange quand je vois des femmes en hijab ou des hommes avec une barbe, etc., danser sur TikTok ou faire ce genre de choses qui finalement viennent un petit peu rabaisser la femme ou l'homme musulman. Ça, je reconnais que ça me dérange un petit peu. Mais là, mon propos il est plus global en fait, car je parle même pas que forcément des femmes ou d'hommes musulmans. Je parle, en général, je trouve aucun intérêt en fait à ce genre de vidéos. TikTok pour moi, c'est le diable en personne. Si vous avez cette application, supprimez-la. Bref, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt en fait à ce genre de publication. Et je trouve que précisément, encore plus en tant que croyant, en tant que doué d'intelligence, et doté d'une mission de da'wah, d'appel à la religion, on doit veiller à ce qu'on publie. Surtout nous, en tant que musulmans, on doit veiller dur comme fer à ce qu'on publie et à ce qu'on partage. On doit veiller à ce que l'on publie, on doit veiller, à ce que ce que l'on publie, participe d'un certain effort de da'wah, manifeste ou subtil bien évidemment, mais il faut veiller à ça. Et l'islam en fait, il a apporté, mashallah, alhamdoulilah, une certaine dignité en fait, non négligeable au simple bani Adam, au simple être humain, qui rend effectivement, selon moi, un petit peu ridicule ce type de vidéo, parce que l'islam est venu nous ennoblir, nous donner une dignité par le voile, par plein de choses. Et c'est vrai que ça nous rend un petit peu ridicule et ça nous rabaisse un petit peu. Mais c'est tout en fait, je suis pas en train de faire la chasse à ces femmes-là, même si c'est vrai que je trouve que moi je me dis quand on publie, quand on s'expose, quand on s'expose encore une fois, quand on publie du contenu, essayons à ce que ce soit pertinent et dans une visée de da'wah ou dans une visée en fait, mais pas dans une visée récréative de je danse et je m'affiche, ça je trouve ça nul, c'est vrai. Mais quand il s'agit, et je m'inclus dedans, alhamdoulilah, de vidéos à visée pédagogique, instructive, etc., comme celles que je publie, les modestes choses que je publie, pourquoi s'acharner sur ces sœurs en fait ? Au simple motif de leur visage apparent. Mais comment faire passer un message? C'est pour ça que moi j'aime pas se montrer, parce qu'en fait je ne me montre pas, j'ai un visage, je parle avec ce visage, c'est tout. Dans la rue, quand je parle à des personnes, quand je parle à mes élèves, quand je parle à ma famille, à des gens dans la rue, j'ai ce visage, donc je montre pas mon visage, j'ai ce visage. Et en fait je suis philosophe, et le philosophe Lévinas, que j'aime beaucoup, il dit que toute la communication elle passe par le visage. C'est pour ça que même le niqab ça me pose problème, même si je respecte totalement le choix de ses sœurs, il n'y a aucun problème. Et je pense même que dans certains cas il est bon de le porter. Mais c'est pour ça que ça me dérange aussi, parce que quand vous masquez le visage, en fait, la communication elle se fait pas de la même façon. On peut pas, il faut arrêter de mentir. On ne peut pas parler qu'avec les yeux. On a une bouche, on a un nez, on a un visage, on a des expressions faciales qui se forment quand on parle. Et c'est pour ça que je refuse de cacher mon visage, parce que déjà ce n'est pas haram de montrer son visage, sinon le niqab serait obligatoire. Je tiens à le rappeler à toutes les personnes qui me disent mais pourquoi tu t'affiches? Je ne m'affiche pas, j'ai un visage et je parle avec, tout simplement. Quand il s'agit de sœurs en plus qui ont quelque chose d'intéressant à dire, je parle des femmes parce qu'il y a toujours les femmes qui s'en prennent plein les dents, et là le sujet c'est les femmes, pourquoi en fait venir leur casser sucre sur le dos, venir leur dire c'est haram, c'est si, alors que ça l'est pas, ça ne l'est pas. Pourquoi venir en fait être méchant avec elles, alors que elles essayent justement, elles ont une visée pédagogique, une visée de da'wah, une visée qui est bonne, il y a une bonne intention. Mais ça encore une fois rapport avec, comme j'arrête pas de le dire, avec cette entreprise mortifère et misogyne, désolée de le dire mais c'est la vérité, cette entreprise misogyne et mortifère qui a rapport à certaines idéologies, en fait se réclamant de l'islam d'invisibilisation des femmes. On veut invisibiliser les femmes, on veut faire en sorte qu'elles soient le plus effacées possible dans la société, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les entendre, on veut qu'elles soient le plus discrètes possible. Non, en fait non, parce que comme vous l'avez bien remarqué, l'humanité se compose de femmes et d'hommes, les deux ont apporté quelque chose, donc non, pas d'invisibilisation, je suis désolée. Et on peut être mastoura, on peut être pudique et montrer son visage, parce qu'on a un visage et qu'on parle avec ce visage, tout simplement. J'espère qu'on arrêtera de me saouler avec ça, parce que je passe mon temps à le répéter et c'est très usant pour moi. Je me suis un peu emballée, mais je trouve qu'on devrait tout en fait refuser ça au nom de notre dignité. Pour revenir au propos, en nous refusant cette légitimité dehors comme dedans, il est évident que certaines femmes, lasses, saoulées, fatiguées d'être toujours dans cette schizophrénie constante, elles renoncent en fait à l'une ou l'autre de leurs identités. Soit elles vont renoncer à leurs rêves et ne plus s'exposer, ne plus participer à l'effort collectif,
plus de travail, plus de réseau, plus de... Encore une fois, réseau dans le bon sens, réseau avec des adab et mastoul. Elles vont renoncer à ça. Ou alors, dans l'autre sens, eh ben, elles vont renoncer à leur religion, malheureusement, car là, ils nous préservent, ôter leur voile, pour pouvoir être vues comme légitimes dans l'espace intellectuel, dans l'espace professionnel, dans l'espace des réseaux. Et ces mêmes personnes qui leur ont fait la misère quand elles portaient le voile, elles vont venir leur dire, après, elles vont venir les critiquer en mode « Mais t'as vu, elle a enlevé son voile sur les réseaux. » Mais en fait, je vais vous dire quelque chose, la plupart des personnes, des femmes qui sont assez connues, qui enlèvent leur voile sur les réseaux, c'est de votre faute. Sachez-le, et vous en porterez la responsabilité, au moins d'une partie, Yawm al-Qiyam, parce que vous avez tellement harcelé, vous avez tellement jugé, vous avez tellement méprisé, qu'en fait, à un moment donné, elles se sentent tellement illégitimes et tellement schizophrènes qu'elles se disent j'enlève le voile. Donc n'oubliez pas que une partie de ce que vous dites avec vos bouches, vous allez retrouver en termes de péché au jour de la résurrection, qu'Allah il nous préserve. Et quelle tristesse et quel mensonge. Allah ne nous demande en rien de choisir entre notre religion et notre vie mondaine, notre identité mondaine. Bien au contraire, il nous enjoint un équilibre entre les deux. Pour cet avant-dernier point de la vidéo, je donnerai mes modestes conseils, encore une fois, je ne vais pas répéter, mais ça ne concerne que mon avis. Voilà. Mes modestes conseils pour sortir de cela, cette schizophrénie entre ces deux identités qui finalement n'en sont qu'une. Mais voilà, comment sortir de ça? On me demande souvent, c'est pour ça que j'avais dit que j'allais répondre à la suite à ça, on me demande souvent pourquoi je montre ma tête sur les réseaux, ce dont je vous ai parlé juste avant. Ce à quoi je réponds, même si j'ai déjà un petit peu dit, parce que je ne peux pas m'empêcher, quand je suis énervée, pas quand je suis énervée, quand je suis animée, je ne peux pas m'empêcher en fait de parler. Et j'ai du mal à retarder la réponse. Mais ce à quoi je réponds, que je ne montre pas ma tête, que j'ai une tête, et que comme toute personne normalement constituée, je ne masque pas mon identité pour parler, partant du principe que les réseaux sociaux sont une continuation de la vie. Alors je ne masque pas non plus mon identité dans la vie, dans la rue, dans ma vie quotidienne. Alors je ne masque pas mon identité sur les réseaux. Mais outre cela, si je refuse de cacher mon visage, donc mon identité, parce que comme je vous l'ai dit, le visage c'est le lieu de l'identité, la preuve quand vous faites des contrôles à la douane, des contrôles n'importe où, on vous demande, levez par exemple pour celles qui portent le niqab, levez le niqab parce que on veut voir votre identité. J'ai une identité, je suis fière, alhamdoulilah, de mon identité, je ne la masque pas. Si je refuse de cacher mon visage et de masquer mon identité lorsque je m'exprime à travers mes vidéos, mes posts, etc., c'est parce que je crois vraiment que c'est précisément, justement, c'est une de mes convictions, ce n'est pas religieux, ce n'est pas un shir, un avis d'un shir, c'est ma conviction. Je crois vraiment profondément que c'est précisément en donnant à nos sœurs des modèles, je ne dis pas que je suis un modèle, que des modèles de femmes musulmanes voilées, mastour, avec des adab et de la pudeur, et qui pourtant s'expriment sur tout un tas de sujets intellectuels. Encore une fois, je parle pas de danser sur TikTok, je parle pas du divertissement, je parle des sujets intellectuels. C'est en donnant des exemples comme ça de femmes voilées, mastour, qui sont intelligentes, qui sont pudiques, qui sont cultivées, et qui parlent de tout un tas de sujets, je sais pas, sur l'astronomie, sur l'éducation, sur la pédagogie, sur l'automobile, j'en sais rien. C'est en donnant des exemples comme ça, de femmes comme ça, qu'on leur permettra justement à ces sœurs-là qui souffrent de cette illégitimité, précisément d'exprimer leur propre potentiel. Mon but, attention, n'est pas de faire en sorte que toutes les voilées viennent sur les réseaux montrer leur visage. Ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est de faire en sorte qu'à force de voir des femmes pudiques, mais à la fois cultivées, voilées, mais à la fois émancipées, mastoura, mais à la fois intelligentes, qu'on mettra fin à ce sentiment d'illégitimité pour toutes nos sœurs. Que celles-ci décident de se lancer sur les réseaux ou non, c'est pas ça le sujet. L'impact se fera dans leur vie personnelle. On le sait, et les réseaux sociaux sont un formidable outil pour diffuser du savoir, car ils apportent une visibilité non négligeable et ils touchent tout le monde. Qu'on le veuille ou non, le musulman, il doit servir en fait des outils de son temps, de la meilleure des façons, avec mesure et intelligence. Donc il nous faut nous servir des réseaux sociaux précisément dans ce but, montrer à ces femmes qui se sentent illégitimes qu'elles le sont par le biais de figures féminines. Qu'elles sont légitimes par le biais de figures féminines intellectuelles tout en étant mastoura. Car ce n'est pas contradictoire. Pour en finir par pitié, pour l'amour de Dieu, subhanallah, pour en finir avec ce cliché que l'on voit au cinéma, dans les réseaux sociaux, à la télé, etc., de la jeune musulmane, souvent maghrébine, qui a réussi car elle a enlevé son voile, parce qu'elle a quitté sa famille, elle est partie vivre comme une occidentale, elle a bu de l'alcool. Il faut en finir, qui s'est fait des amis blancs, il faut en finir avec ça. Ce sont des clichés, c'est faux, il faut en finir. C'est un cliché certes, mais que nombre de femmes musulmanes pensent être un passage obligé pour réussir professionnellement. Non, on doit vous accepter entière, et c'est par une entreprise intelligente de da'wah que cela arrivera, Inch'Allah. C'est ce que je pense. Faut cesser en fait cette schizophrénie
Et faire de ces deux identités, femme moderne, occidentale, émancipée, intellectuelle, et femme musulmane, voilée, pudique, une seule et même identité. Les fusionner sans avoir à choisir. Et cette da'wa, cet appel à la religion, passe à mon sens par le prisme des réseaux sociaux qui sont, comme on a bien dit, un outil formidable de nos jours, au vu de leur grande portée, comme on l'a dit. Et c'est en montrant que oui, il y a des hijabis, des femmes voilées ingénieurs, oui, il y a des femmes voilées écrivaines, oui, il y a des femmes voilées professeurs, oui, il y a des femmes voilées chefs d'entreprise, oui, il y a des femmes voilées managers, bref, des femmes intellectuellement en place. C'est en les inscrivant dans le paysage intellectuel occidental que les mentalités, elles vont changer, Inch'Allah. Car tant qu'on ne voit pas un visage, l'impact n'est pas fort et on n'en prend pas conscience. Combien ça leur coûte, et en plus à ces personnes extérieures, combien ça leur coûte de voir que ce livre brillant, cette thèse révolutionnaire, cette production innovante viennent d'une femme en hijab. Combien ça leur coûte et combien ça leur fait mal. Ça leur en bouche un coin. Et sûrement que ça permet de dépasser certains clichés qui persistent à avoir la dent dure. C'est ce type de da'wa plus soft, le soft power dont j'ai déjà parlé, et plus lente que moi je préconise. Et qui me semble pouvoir durer dans le temps, Inch'Allah. C'est le fait de, voilà, montrer avec des adab, de la pudeur, on a compris, mastour, tout ce que tu veux, que cette femme-là, regarde, elle est pudique, tout ce que tu veux, elle est ingénieure, elle parle de ça sur les réseaux, elle est ceci, elle parle de ça sur les réseaux, elle est prof, elle parle de ça. C'est comme ça, en fait, que le da'wa se fait, et qu'on est plus facilement accepté, même si on n'a pas à se faire accepter. Comme dirait une youtubeuse que j'aime beaucoup, nous ne sommes pas des chiens de la SPA qui doivent se faire accepter, mais vous avez compris. Pour conclure, cette identité éclatée, cette pseudo-contradiction, on nous la vend tout le temps. Et on la voit partout, dans les médias, dans les réseaux sociaux. On ne parvient pas à concilier ces deux caractéristiques qui sont pourtant les deux pans d'une même identité. Que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, la plupart du temps, chacun choisit son camp. Et les stéréotypes sont encore bien présents et vont bon train. C'est donc à nous de nous imposer en mettant en exergue ces deux parties de notre personnalité sans en oblitérer une au soi-disant profit de l'autre. Être une femme de valeur, pudique et voilée n'a jamais été contradictoire avec le fait d'apporter un éclairage intellectuel dans la sphère publique dans tel ou tel domaine. Et pourquoi c'est à nous de le démontrer? Parce que c'est pas BFM TV, c'est pas France 2, c'est pas M6 qui vont se dire bah tiens, on va mettre sur le devant de la scène des musulmanes qui font des choses intellectuelles, qui font des choses visant à donner une bonne image. Bien sûr que non, évidemment que non, on ne va pas rêver, on ne rêve pas. C'est à nous de le faire, c'est à nous de le démontrer en cessant de nous penser illégitimes en premier lieu. En comprenant enfin que les doués d'intelligence, comme Dieu nous appelle, sont justement ceux qui vont à rebours de toutes les pensées mortifères et limitantes et obscurantistes, parce que c'est de l'obscurantisme, c'est pas de l'islam que vous essayez de nous faire croire, que l'on tente sans relâche depuis des années de marteler aux femmes musulmanes. Pensons en permanence à toutes ces grandes femmes qui, sans jamais rien perdre de leur pudeur ou de leur dignité, ont révolutionné le monde dans lequel elles vivaient par leur éclairage intellectuel, spirituel, etc. Pour cela, je vous renvoie à ma série Femmes d'Islam, Femmes d'Exception, dans un premier lieu, qui est présente aussi sur ma chaîne YouTube, mais de façon générale, c'est même pas ça le propos en fait, de façon générale, cela concerne toute femme. Toute femme a le devoir de s'émanciper de cet habit de chair unique auquel on souhaite la réduire pour faire prévaloir son savoir et son intellect. Alors j'attends vos éclairages à vous. N'hésitez pas à me dire, Inch'Allah.